Alors moi, je suis Sybille Gonzalez, je suis médecin à Lyon. Je suis médecin dans un centre de référence des Hospices civils de Lyon. Le centre de référence de cet hôpital est composé de 4 services, pédopsychiatrie, neuropédiatrie, ORL pédiatrique, et moi, je suis en rééducation pédiatrique. La rééducation à l'hôpital, eh bien, c'est des enfants qui ont des handicaps moteurs. Et pourquoi notre unité centre de référence s'est-elle plus orientée vers la dyspraxie? C'est parce que déjà, avant l'arrivée de ces enfants, il y a plus de 20 ans, dans les services hospitaliers, nous avions déjà travaillé sur la dyspraxie visio-spatiale des enfants grands prématurés, paralysie cérébrale, ce que Michel Mazot avait décrit dans son ouvrage de 1996, si je ne me trompe pas. Et notre équipe est donc composée naturellement de professionnels de la motricité, ce qui n'existe pas dans tous les centres de référence. C'est-à-dire qu'il y a des ergothérapeutes et des psychomotriciens, évidemment des psychologues, neuropsychologues, mais aussi depuis quelques années, nous avons recruté des professionnels psychologues, neuropsychologues, qui s'intéressent plus particulièrement à l'évaluation et la prise en charge des troubles neurovisuels. Voilà, donc ça c'était pour la présentation. Alors, on m'a demandé de parler du parcours de soins de la personne avec troubles du développement de la coordination, et pour cela, on avance avec ça. Pour cela, je vous propose de nous référer au guide du parcours de santé de l'HAS, décembre 2017, ça fait déjà 4 ans. Comment améliorer le parcours de santé d'un enfant avec troubles spécifiques du langage et des apprentissages? Et donc, il s'agit là de tous les enfants, je dirais TND, en dehors du trouble du spectre autistique et de la déficience intellectuelle, donc pas particulièrement des enfants TDC. Alors, voilà ce que l'on peut trouver dans ce guide du parcours de santé que vous avez peut-être déjà vu. On nous dit que le parcours de ces enfants, eh bien, il se répartit selon ses couleurs et ses situations. Des situations dites simples, complexes et très complexes. La situation simple, eh bien, on nous dit que la symptomatologie est simple, que le diagnostic des troubles des apprentissages est clair, quant à la spécificité des troubles, et qu'il va y avoir une mise en œuvre diagnostique et thérapeutique par les professionnels de proximité de ville. Alors, on aura l'occasion d'en discuter, mais déjà, quand on entend Laurence parler du diagnostic, eh bien, on se rend compte déjà d'emblée, est-ce qu'une situation simple existe quand on voit qu'il est... Puisque, en fait, il s'agit là de demander au médecin traitant, le médecin généraliste ou le médecin pédiatre, d'être le déclencheur du diagnostic et de réaliser ces étapes, des critères du DSM, du questionnaire. Laurence nous parlait du questionnaire du DCDQ, la traduction française du questionnaire du trouble du développement de la coordination. Donc l'anamnèse, le questionnaire qui va orienter ou non la personne vers un professionnel de la motricité. Et là, le professionnel de la motricité qui va faire des tests. On a vu la discussion que Laurence nous a présentée entre la réalisation des tests standardisés, normés, mais qui ont aussi des limites et des avantages. Les limites, Laurence a par exemple parlé des limites du MABC. Les avantages du MABC, c'est que, on aura l'occasion d'en discuter, c'est que ça classe très vite l'enfant. Parce que on voit bien que, je pense qu'on en a souvent discuté entre nous, avec les familles, c'est qu'il y a urgence de poser ce diagnostic le plus précocement possible. Urgence de poser ce diagnostic, ça veut dire d'écarter les autres diagnostics, de ne pas faire errer la personne parce que, vous le savez,
en tout cas c'est l'expérience que j'ai au centre de référence depuis plusieurs années, c'est que les familles, quand elles arrivent au centre de référence, ont déjà une errance, ont déjà réalisé plusieurs bilans, plusieurs interventions thérapeutiques qui ont été arrêtées, reprises. Je ne sais pas s'il y a des médecins traitants dans la salle, mais le sentiment, encore une fois, je le livre, c'est mon sentiment et je le livre à notre discussion, c'est que le médecin traitant n'est pas toujours présent comme pilote du parcours de soins. Or, c'est justement ce qui est proposé, puisque dans ce guide du parcours de santé, on explique quelle doit être la place du médecin de premier recours. Donc, si vous voulez bien, on va quand même voir comment cela peut se passer. Donc, j'avance. La prise en charge de niveau 1. On nous dit que le premier niveau de recours aux soins est sous la responsabilité du médecin de l'enfant, généraliste ou pédiatre, en lien avec le médecin de l'Éducation nationale ou de la PMI, et les rééducateurs, orthophonistes, psychomotriciens. Alors là, orthophonistes parce que c'est tous les troubles du langage et des apprentissages. Mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ont un TDC et qui sont allés voir, non pas en première intention le psychomotricien et l'ergothérapeute, mais l'orthophoniste. L'orthophoniste parce que c'est un métier que l'on connaît bien et que vous connaissez aussi les raisons sur le plan du coût financier. Et donc l'enfant va être pris en charge et donc retarder l'intervention peut-être des professionnels de la motricité, psychomotriciens, ergothérapeutes. Donc le médecin a ce rôle premier, ce médecin de niveau 1. Il n'y a rien de péjoratif, bien sûr, dans ce niveau 1, doit déclencher la démarche diagnostique. Il est déclencheur, normalement, de cette démarche diagnostique. Cette démarche, elle a pour but d'évaluer au plus près les difficultés de l'enfant, de confirmer ou non les troubles repérés préalablement, puis d'orienter vers les professionnels spécialisés. Alors, si je vais reprendre un peu ce qu'a dit Laurence, là, on peut donc voir, on peut imaginer une vignette clinique de situation simple. Ce que l'on veut savoir, donc, c'est est-ce qu'il s'agit d'un trouble du développement de la coordination ou bien le trouble moteur relève-t-il d'une autre cause? Et donc, pour cela, le médecin, on l'a dit, doit faire les examens par les professionnels de la motricité, psychomotriciens et ergothérapeutes, mais aussi, surtout, et Laurence l'a montré, c'est la place de l'examen différentiel. Il doit aussi déclencher la mise en place des séances de thérapie en psychomotricité ou en ergothérapie, parfois les deux en alternance, et d'autres soins, si cela s'impose, assurer le bilan post-rééducation et faire le suivi à distance. Ça pourrait être la situation simple. Mais déjà, ça veut dire que le médecin traitant, il a pris du temps pour faire, Laurence nous l'a montré, c'est le rôle du médecin, bien sûr, de faire l'anamnèse et l'examen clinique. L'examen clinique, qui est un examen qui n'est pas toujours facile chez un enfant, faire cet examen neurologique à la recherche de ce que les anglo-saxons appellent les signes neurologiques doux, légers. Nous disons les signes neurologiques mineurs, c'est-à-dire des petits signes qui peuvent être repérés avec la batterie NP-MOT, mais que le médecin n'utilise peut-être pas toujours, je ne sais pas ce que tu en penses, Laurence, et qu'il doit rechercher. C'est quoi des signes neurologiques mineurs? Ce sont des réflexes un peu vifs. C'est une ébauche de signes de Bamasky qui pourrait traduire une altération de la voie pyramidale, c'est-à-dire de la voie de la motricité volontaire. C'est une imprécision lorsque l'on demande à l'enfant de faire une épreuve index-nez qui pourrait traduire une symptomatologie cérébelleuse. Ce sont des syncynésies, c'est-à-dire des mouvements parasites qui devraient avoir disparu compte tenu de l'âge de l'enfant. Eh bien, cet examen clinique neurologique, il ne faut pas être naïf ni se cacher la face. C'est un examen qui est difficile à réaliser. Et alors, encore une fois, mon propos n'est pas d'écarter, bien au contraire, puisque justement, c'est de renforcer la place du médecin dans ce parcours de soins. Et je pense que
C'est comme ça qu'on va peut-être s'en sortir, hein, mais encore une fois, il faut qu'on en discute. Donc, mais il ne faut pas se cacher. Est-ce qu'une situation simple existe? Parce que déjà, cet examen est compliqué à réaliser. Personnellement, je dois vous dire qu'un enfant, quand il vient au centre de référence, je le reçois la première fois, j'ai 1 heure devant moi, 1h20 devant moi. Donc, il y a le temps de l'entretien et le temps de l'examen qui, encore une fois, prend du temps. Donc, ce médecin, il doit faire cet examen, bien sûr, en dehors de l'examen neurologique, les autres organes qui doivent être vérifiés. Et puis, comme l'a dit Laurence, il faut écarter les autres causes de retard, de maladresse, et éventuellement, il doit être le déclencheur, si il a une suspicion d'une épreuve index-née, d'une symptomatologie cérébelleuse, hein, prenons cet exemple, d'aller demander une IRM cérébrale, d'autres examens, s'il y a une suspicion, par exemple, je ne sais pas, d'absence épileptique, d'électroencéphalogramme, s'il y a une suspicion, par exemple, de maladie neuromusculaire, de faire un dosage des CPK, c'est-à-dire des créatines phosphokinases qui vont renseigner sur l'état du muscle, etc., etc. Donc, vous voyez, j'amène à cette réflexion, est-ce qu'une situation simple existe? Il faut former les médecins et il faut aussi leur donner ce temps pour qu'ils puissent réaliser cet examen qui est, encore une fois, le déclencheur du diagnostic. Là, je vous propose ce qu'on pourrait appeler une situation complexe. Alors, j'ai pris un exemple. Hein. Par exemple, c'est un enfant qui a 8 ans, qui est en CE1, qui présente une maladresse motrice, une lenteur d'exécution, des difficultés, etc. à faire du vélo, c'est-à-dire qu'il répond au critère A du DSM. Il répond aussi, comme nous l'a dit Laurence, au critère B, parce que c'est pas seulement une maladresse motrice d'un jour, de 2 jours, c'est pas une fois qu'il fait tomber les objets en classe, c'est tout le temps. Et ça finit par agacer profondément ses camarades de classe et l'enseignant. Donc il y a cette notion d'interférence hein, avec la vie personnelle, scolaire, etc. L'enfant a des difficultés d'apprentissage, bien entendu. Il est en difficulté d'écriture, de calcul et aussi de géométrie. Alors, il y a le médecin qui l'envoie faire un bilan de psychomotricité. Le psychomotricien fait le test MABC. Les scores sont franchement très pathologiques pour les 3 domaines, hein, dextérité manuelle, etc. Mais il fait d'autres épreuves, ce psychomotricien. Il ne fait pas que le MABC. Hein. C'est pour ça qu'on peut revenir aussi sur la place de ce test qui est, encore une fois, qui a sa place en termes de classification rapide du diagnostic. Ce psychomotricien, il fait donc d'autres épreuves, de latéralité, d'organisation dans l'espace, je vous passe les détails bien entendu, il fait des épreuves visio-perceptives et visio-spatiales, Laurence nous l'a montré, c'est-à-dire que finalement ce bilan du psychomotricien, il est très riche. Et pourquoi il est très riche à côté du test MABC? Parce que le psychomotricien va s'appuyer là-dessus pour mettre en place les interventions thérapeutiques. Donc, il y a aussi des troubles d'écriture, je l'ai dit, et donc il va renvoyer, là, c'est pour ça qu'on est dans une situation complexe, c'est-à-dire il va renvoyer au médecin en disant, bah, écoutez, moi, je vous renvoie les résultats de ce bilan, maintenant, c'est à vous de poser le diagnostic, mais attention, j'ai l'impression, à travers l'examen clinique de cet enfant, qu'il n'y a pas que des troubles de la motricité, c'est-à-dire qu'il y a aussi... Je suspecte des troubles de l'attention, mais moi, je suis psychomotricien, je ne suis pas neuropsychologue. Je suspecte aussi, derrière ces troubles du traitement visio-perceptif, des troubles neurovisuels, mais je suis psychomotricien, je ne suis pas orthoptiste, je ne suis pas psychologue formé à la neurovision, donc je demande des examens complémentaires. Et là, on est effectivement dans une situation plus complexe parce que si on est resté simplement à l'intervention thérapeutique de la psychomotricité, le risque, c'est que les résultats ne soient pas suffisants et que l'enfant, excusez-moi l'expression, végète un peu dans sa thérapie. Donc là, il y a finalement, c'est le psychomotricien qui a pris la place, je dirais, du pilote hein, du parcours de soins. J'avance. Alors, là, je voulais juste
on a entendu Madame Cluzel parler tout le monde est maintenant au courant qu'il y a des plateformes de coordination et d'orientation. Madame Cluzel a dit qu'il y en avait 77 en France. Nous avons, nous, dans notre région, 3 plateformes. Donc, vous savez qu'il y a ce guide qui a été publié pour aider les médecins à détecter les signes d'un développement inhabituel. Pour l'instant, 0,6 ans. Il y a donc un travail 7-12 ans. Et effectivement, le médecin a la possibilité d'adresser, je dirais, cette situation complexe à la plateforme. Mais il est important aussi de savoir comment la plateforme replace le médecin de première intention dans ce parcours de soins. Et puis, enfin, la vignette clinique, je dirais, de niveau 3, celle qu'on a vue en rouge tout à l'heure sur le diagramme, la pyramide du parcours de santé de l'HAS. Alors, quand est-ce qu'on doit arriver au centre de référence? Normalement, quand est-ce qu'on doit arriver au centre de référence? En conclusion, on verra que ce n'est pas toujours le cas, vous l'avez pressenti. Eh bien, on a vu tout à l'heure la situation complexe, la vignette 2, c'est la multiplicité des bilans. Les parents arrivent avec un véritable mémoire de master. Et il n'y a aucun reproche, bien entendu, de ma part. Il y a nécessité de bilans spécialisés qui ne sont faits que au centre de référence. Ça, on peut le discuter. Je ne suis pas sûre qu'il n'y ait de compétences, d'outils d'évaluation qu'au sein des centres de référence. L'enfant présente une résistance à la rééducation. Alors là aussi, on peut analyser cette résistance à la rééducation, parce que quand on fait une anamnèse du parcours rééducatif des enfants, on est parfois surpris de constater que certaines rééducations qui avaient leur place ont été interrompues. Mais pourquoi? Vous savez bien la réponse. C'est parce que soit le rééducateur de proximité est parti dans une autre région, on a perdu sa place, ou bien parce qu'il y a un coût financier trop important et que les familles ne peuvent pas supporter ce coût financier. Donc la multiplicité des interventions thérapeutiques, quand est-ce qu'on vient au centre de référence? Alors là, c'est peut-être vraiment sa place, c'est le CHU. Au CHU, on peut faire l'électroencéphalogramme, l'IRM, on peut demander une consultation en génétique, etc., etc. Le CHU, c'est aussi ce que nous faisons tous les mardis après-midi, c'est des réunions de concertation pluridisciplinaire. C'est-à-dire, de 14h à 17h, toute l'équipe vient au 4e étage travailler, mettre ensemble les différentes observations qui ont été recueillies en tenant compte de ce qui nous avait été adressé préalablement pour porter un diagnostic et surtout pour dégager des pistes thérapeutiques. Est-ce que ces réunions de concertation pluridisciplinaire peuvent se faire en ville quand l'enfant est pris en charge par plusieurs professionnels libéraux? C'est une question que je pose. Le centre de référence est aussi interpellé quand il y a non-concordance de la réponse pédagogique. Nous avons la chance d'avoir des enseignants spécialisés dans les centres de référence, dont le rôle n'est pas de faire la classe, mais de prendre contact avec l'accord des parents, avec les écoles, et de discuter d'homologue à homologue, c'est-à-dire de trouver les liens qui peuvent exister entre le profil cognitif de l'enfant et le profil pédagogique. Mais ce lien, il ne doit pas être unilatéral. Ce n'est pas les professionnels de santé qui décident des réponses pédagogiques. Il faut que l'enseignant spécialisé travaille aussi l'observation pédagogique qui a été faite par l'enseignant de l'enfant. Parce que sinon, c'est pas motivant pour l'enseignant de se voir avec un listing d'aménagement pédagogique propulsé par le centre de référence. Ça, c'est quelque chose qui ne marche pas. Le centre de référence aussi, c'est la reconnaissance de situations de handicap. Pourquoi? Même si certains centres de référence ont dit encore, nos collègues neuropédiatres ont envoyé des courriers aux parents en disant « Les centres de référence ne rempliront plus les certificats médicaux de la MDPH, c'est à votre médecin traitant de le faire. » Vous savez ce qui se passe? C'est que les parents, et c'est normal, ont bien compris que les MDPH étaient plus sensibles à l'expertise d'un centre de référence qu'un certificat médical rempli par un médecin. Et encore une fois, il n'y a aucun reproche de ma part. Un médecin qui n'a pas été formé et qui ne sait pas remplir ce certificat médical. Et encore une fois, j'insiste vraiment chez les médecins dans la salle, je ne fais aucun reproche, bien entendu, il faut que nous travaillions ensemble. Les demandes de 100%, et puis alors les renouvellements d'ordonnances pour le méthylphénidate. Vous savez, heureusement, depuis septembre 2021, les médecins de ville sont autorisés, il n'y a plus de prescription initiale de l'hôpital
pour le méthylphénidate, hein, pour le trouble de l'attention, qui est bien sûr souvent associé aux troubles praxiques. Aujourd'hui, un médecin, un neurologue, un psychiatre et un pédiatre en ville peut prescrire l'ordonnance et donc assurer l'autonomie, hein, de ces familles qui doivent venir à l'hôpital. Voilà. Alors ça, c'était simplement pour vous dire que, effectivement, très rapidement, je vais finir en 2 minutes, Vincent, je promis, c'est que effectivement, c'est au centre de référence, alors sans aucune prétention, bien sûr, mais parce que ce sont ses missions d'assurer l'avancée des connaissances dans le domaine de la recherche. Pourquoi? Parce que tous les centres de référence sont en lien avec des laboratoires de recherche. Nous travaillons tout particulièrement sur les fonctions visio-spatiales parce que c'est une équipe qui est une équipe de recherche, l'équipe de Laure Pisella, qui travaille depuis plusieurs années sur les conséquences des lésions pariétales sur les fonctions visio-spatiales. Et puis aussi, le centre de référence a des missions de formation. Peut-être qu'on peut se dire qu'en 20 ans, on a quand même impulsé, favorisé le développement d'un socle commun de connaissances entre professionnels de santé et de l'éducation nationale. Voilà, ça c'est Laurent. Laurence a parlé de ce parcours de soins pluridisciplinaire, coordonné, centré sur le patient et sa famille. Hein. Il ne faut pas oublier, encore une fois, c'est la question que je pose, est-ce qu'une situation simple existe? Cette démarche diagnostique dans les troubles du neurodéveloppement, il ne faut pas être naïf, elle est exigeante, elle est pluridisciplinaire. Ce qu'il faut, c'est renforcer, ce que j'ai mis à la fin, c'est renforcer la place du médecin dans le processus. Et puis, vous voyez, ça c'est vraiment pour finir, eh bien, il me semble que cette flèche, elle est linéaire, mais elle n'est pas respectée dans sa linéarité. Merci.